La tête dans les nuances vous propose chaque mois une table ronde avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin. Entrez avec moi dans cet exercice de réflexion où l'échange de perspectives alimente notre propre vision sur des enjeux de société. Aujourd'hui, je discute avec des candidats à qui je pose la question suivante. Pourquoi croyez-vous toujours à l'engagement politique? Plongeons ensemble, tête première dans les nuances. Bienvenue à cette toute nouvelle saison de La tête dans les nuances, la troisième qui est rendue possible grâce à cette magnifique collaboration entre la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV. Mon nom est Robert Aubin et j'aurai le plaisir de vous accueillir encore une fois chaque mois pour discuter de sujets fort diversifiés avec des gens dont l'expertise et l'expérience ne fait aucun doute. Pour cette saison, évidemment, on est en pleine campagne électorale. Nous avons décidé de parler politique et j'ai posé la question à mes invités et c'est ce sur quoi nous allons échanger pendant la prochaine heure et demie. Pourquoi croyez-vous toujours à l'engagement politique? On le sait, au sortir de cette campagne électorale, on entendra probablement, encore une fois, des gens nous dire que le taux de participation n'était pas suffisamment élevé, que la représentation démocratique n'était peut-être pas l'idéal. Mais comment on fait pour améliorer les choses et pourquoi, malgré toutes ces controverses ou toutes ces problématiques, on décide tout de même de se lancer en politique? Eh bien, l'émission d'aujourd'hui ne se veut pas un débat politique, mais bien une compréhension de la démarche des candidats et des candidates. Pourquoi chacune d'elles ou chacun d'entre eux a-t-il choisi de mettre son nom sur un bulletin de vote et de devenir par le fait même une personnalité publique, avec les quelques avantages, mais peut-être aussi les nombreux inconvénients que cela peut emménager. Alors, je vous présente tout de suite les porteurs de nuances pour cette première émission de la troisième saison et je commence par Mme Alexandra Veilleux. Elle est candidate libérale dans Maskinongé, professeure en psychologie au Collège La Flèche, chargée de cours en philosophie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'où elle détient d'ailleurs un doctorat en philosophie. Madame Veilleux, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Aubin. C'est un plaisir. On retrouve aussi M. Pascal Bastarache, qui est, lui, candidat du Parti québécois dans Laviolette-Saint-Maurice. Il est auxiliaire aux services sociaux et de santé du ASS CIUS MCQ, ça fait beaucoup de lettres. Presque l'alphabet au complet y passe, mais on comprend qu'en plus de ses activités syndicales de jadis, il est auprès des bénéficiaires et de tous ceux qui ont besoin de services de santé. Merci d'être parmi nous, M. Bastarache. Merci. On retrouve également sur notre plateau M. Simon Piotte, qui est candidat de Québec solidaire dans Maskinongé. Il est acériculteur, animateur d'Assemblée générale, consultant, donne des formations sur les rôles et responsabilités des administrateurs. Il fut également directeur général d'un CPE, les Gardes-Lune, et il est détenteur d'un certificat en administration de l'Université TÉLUQ. Ça vous résume bien? Ça résume, oui. Bienvenue. Merci d'être parmi nous. Et finalement, pour compléter cette table ronde, un personnage qui est peut-être un peu plus connu dans la région puisqu'il a été longtemps maire de Latuc, M. Pierre-David Tremblay, qui est candidat conservateur pour la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice. Consultant à ces heures également. Formation en santé et sécurité au travail et gestion des ressources humaines. Si mes recherches sont exactes, ça vous décrit bien? Relations de travail également. Voilà, qui est complété. Issu du domaine policier, retraité du domaine policier aussi. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, bonjour, toutes et tous. Et je commence tout de suite ce premier segment. Et je commence avec vous, Mme Veilleux. Et la question s'adressera à tous. La première chose qu'on voudrait comprendre, c'est vous avez sûrement pris le temps de sous-peser les avantages et les inconvénients de l'engagement que vous vous apprêtiez à faire et vous avez répondu oui, puisque vous sollicitez tous le privilège de représenter une circonscription qui, j'espère, vous ressemble. Mais dans ce cheminement, comment on en arrive à dire oui, j'y vais? Est-ce que c'était d'abord une ambition personnelle, un goût personnel d'y aller? Est-ce que c'était une sollicitation extérieure qui est venue donner peut-être la poussée qui manquait? Et quand je parle de sollicitation extérieure, ça peut être aussi autant une sollicitation d'un parti politique qu'une association à laquelle vous participez, un groupe d'amis, peu importe, qui vous disent « Oui, Mme Veilleux, on vous verrait là, vous devriez y aller ». Ça s'est passé comment chez vous? D'abord et avant tout, merci de nous recevoir, M. Aubin. Puis je dis bonjour aussi à mes comparses dans cette aventure.
moi, en fait, l'idée qui m'a toujours intéressée depuis que je suis toute petite, là, c'est un grand principe, là, c'est la justice. J'ai toujours été très sensible aux injustices. Puis ça s'est traduit de différentes façons en vieillissant, notamment que ce soit par mes études en psychologie, parce que je voulais aider. Je voulais aider les gens qui ont besoin d'aide. Après ça, j'ai changé pour la philosophie. Puis encore en philosophie, là, c'était, mais encore une fois, aider, mais peut-être aider plus de gens à la fois. Je me suis spécialisée en philosophie de l'éducation. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la réforme québécoise, la dernière réforme, là, en au tournant des années 2000, et toutes les théories, finalement, qui sont associées à ça. Donc, la justice en éducation, mais la justice au sens plus large aussi. J'ai toujours aussi été intéressée par la politique, que j'ai suivie d'un œil parallèle dès mon passage au collégial. C'est là que j'ai eu la piqûre, comme beaucoup, je pense. Les cours au collégial sont bien faits pour nous intéresser à la chose politique. Et c'est ce qui fait que j'ai toujours eu le feeling qu'un jour, là, j'aimerais ça faire de la politique active, tu sais. J'ai été membre de d'autres partis auparavant aussi, donc je me suis toujours quand même un peu impliquée, mais indirectement, là, pas à fond comme aujourd'hui. La raison qui fait que maintenant, je suis au Parti libéral, que je veux me présenter comme candidate, c'est vraiment pour aider les gens de Masquinongé, pour répondre aux besoins des citoyens. Je le fais en classe en tant qu'enseignante au collégial avec mes étudiants. Puis encore une fois, c'est ce désir-là de justice, d'aider plus de gens à la fois qui m'interpelle. Est-ce que je peux résumer en disant que vous avez un souhait de passer de la théorie à la pratique? Là? Oui, vraiment, exactement. Et puis, on va revenir dans un deuxième tour sur les différents véhicules politiques que vous avez choisis, puisque vous êtes tous de formations politiques différentes. Et je signale au passage que les partis qui ne sont pas représentés autour de cette table ont ou bien décliné notre invitation ou n'ont tout simplement pas répondu, puisque tout le monde est invité. Je poursuis avec vous, M. Piat. Comment ça s'est fait, cette décision, la première ou même la deuxième fois, puisque vous êtes à votre deuxième campagne? Effectivement, c'est ma deuxième campagne électorale. Je me suis impliqué politiquement avec Québec solidaire dès les débuts de Québec solidaire. Moi, j'ai toujours été intéressé par la chose politique. De ce qui se passait dans la famille me donnait cet écho-là. Mais à l'âge adulte, j'avais jamais trouvé le véhicule qui m'intéressait. Donc, quand Québec solidaire, avec Françoise David particulièrement, a entamé ce processus-là de parti, je me suis toujours impliqué. Donc, de la première élection en 2017, 2018, 2012, et j'en oublie les années des autres élections, j'étais impliqué à toutes les élections. En 2018, j'ai décidé, bon, cette fois-là, j'ai le goût d'y aller moi-même. Je l'ai fait dans Masquinongé. Et depuis ce temps-là, je m'implique dans la circonscription. C'était écrit dans le ciel que j'allais vouloir me représenter une deuxième fois en 2022. Et j'entends presque que ce sera comme ça jusqu'à la victoire, mais la campagne est encore jeune, alors laissons voir. Monsieur Tremblay, on vous a connu sur la scène municipale. Qu'est-ce qui vous a fait faire le saut à cet autre palier de gouvernance? Je ne dis pas un palier supérieur, parce que j'ai l'impression que tous les paliers de gouvernement remplissent des fonctions différentes et l'engagement est le même de la part de tous les politiciens et politiciennes. Pourquoi ce saut au provincial? D'abord, j'ai été élu à la Bostonnais comme conseiller municipal, aussi maire à la Bostonnais, une petite ville. Alors, avec des grands besoins dans toute l'agglomération de la TUC en tant que telle. Vous savez, la TUC, là, pour figurer, les gens, des fois, on parle de région, mais la TUC, c'est grand comme la Belgique. Ils sont 15 millions, on est 15 000. Alors, il faut en faire beaucoup plus pour être reconnu. C'est 58 fois l'île de Montréal. Moi, j'ai fait comme une double carrière. À la fois, j'ai été policier et syndicaliste. J'ai été dirigeant de la fraternité des policiers et policières de Montréal. Donc, le goût de la politique est venu là parce qu'on négocie, on rencontre des gens du gouvernement fédéral, des gens du gouvernement provincial également. Et à ma retraite en 2012, en fait, je n'ai pas eu de retraite. C'est arrivé par accident. J'ai sauté au niveau de la municipalité de la Bostonnais parce que j'ai été 32 ans à Montréal, mais je suis revenu dans mon coin pour la nature et ces choses-là. Je suis originaire également de la TUC. Alors, ce cheminement-là à Bostonnais m'a amené à être maire de
la TUC un mandat. Puis vous savez, les besoins, encore là, sont grands. Et puis, j'ai quitté en novembre 2021. Et pour moi, j'ai pris comme une pause. En fait, c'est sûr que certains partis m'ont approché sans les nommer. D'abord au fédéral et à la suite de ça au provincial. Et ça m'a commencé à me titiller en janvier 21. Il y avait un peu d'ennui à travers ça et il y a toujours l'appel, mais les gens te posent des questions, puis veulent savoir aussi jusqu'à quel point est ton engagement, parce qu'on avait beaucoup de dossiers entrepris aussi, non seulement dans le comté, parce qu'il y a toujours une facette locale qui est le comté, mais il y a une facette aussi générale au niveau des enjeux. Vous savez, c'est comme ça un peu que ça marche. Alors, je voulais revenir quand même près des citoyens, dans le service public. Alors, j'ai fait mes devoirs au niveau du Parti conservateur parce que lorsque j'ai été à la TUC, en fait, le choix est venu un peu comme ça avec le parti. J'avais 4 grands axes. Celui de la gouvernance. On va y revenir sur le choix du véhicule, mais ce que je comprends bien, c'est que vous êtes une illustration assez claire de ce vieil adage qui dit que la politique est une drogue forte, finalement. Oui, quand on est en santé, moi, écoutez, Oui, j'ai 61 ans, je le cache pas, mais j'ai le goût encore d'aider les gens, de donner. J'ai reçu beaucoup, moi, pendant toutes ces années-là. J'étais allé à l'école, j'ai travaillé, j'ai appris. Donc, j'ai cumulé de l'expérience, j'ai cumulé de l'expertise. Puis aujourd'hui, avec ces habiletés-là, je vais être capable de redonner aussi, parce que j'ai reçu beaucoup. Merci. Monsieur Bastarache, on n'a jamais autant parlé de santé que dans les 2 dernières années, j'imagine. On vous a vu sur plusieurs tribunes d'ailleurs. Est-ce que ça contribue à votre implication directe maintenant en politique active ou votre bougie d'allumage était tout autre? Bien, je vous dirais, dans ma vie adulte, j'ai toujours eu un besoin d'aider mon prochain. Peu importe de quelle façon, sur quelle plateforme, ça a toujours été un besoin. Et quand j'étais plus jeune, aux alentours de l'âge de 16 ans, j'avais besoin de mon prochain. Moi, j'ai pas toujours eu la santé de mon côté. Avant, j'étais paralysé, de la tête aux pieds. Et c'est là que j'ai connu le domaine de la santé. Donc, j'ai été extrêmement dépendant de femmes, d'hommes qui ont fait preuve d'humanisme en prenant soin de moi, en me guérissant. Et à la suite, quand on a 16-17 ans, bien, c'est là qu'on pense à qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Mais cette épreuve-là me guidait à travailler en santé, mais également, je leur ai dit, de vouloir aider. J'ai ce besoin-là constant. Puis je pense que c'est normal dans notre société. On doit s'entraider, on doit travailler pour différents dossiers pour le bien de tout le monde, la population, des travailleuses, des travailleurs, ce qui m'a amené au syndicat. Et je crois, ce qui m'a amené également à me lancer en politique également. Le rôle, pour moi, d'un politicien, c'est d'aider son prochain et d'être à l'écoute, de travailler pour ses citoyens et citoyennes. Donc, je vous dirais que dans mon cheminement, c'est toujours la flamme là, qui m'allume, je veux dire comme ça, d'aider mon prochain. Mais je pense que d'avoir la chance de le faire au niveau d'une gouvernance, du gouvernement, bien, ça pourrait être quelque chose de très bien. Mais je veux être là pour les personnes, que ce soit les personnes démunies qui ont besoin d'une oreille, qui ont besoin d'écoute, bien, je vais être là pour eux. Vous avez tous un point commun qui est de desservir une population, mais vous avez tous un point différent, en ce sens que vous avez choisi un véhicule politique qui est différent. Alors, certains ont déjà glissé autour de la première question. Je vous donne 1 minute chacun pour que vous me disiez pourquoi vous avez choisi le parti que vous avez choisi comme véhicule politique pour tenter de vous faire élire. Je commence avec vous, M. Bastarache. Oui. Bien, moi, mon titre d'emploi, je travaille dans le milieu de la santé, c'est auxiliaire aux services de santé sociaux. Donc, je travaille pour les services à domicile, puis je vais aider les personnes directement dans leur demeure. Et une des principales choses qui m'a attiré avec le Parti québécois, bien, c'est ses services en matière de soins à domicile, de mettre plus d'emphase sur les soins à domicile et de permettre aux personnes de rester le plus longtemps possible à la maison. Je pense que on rencontre rarement quelqu'un qui se dit « j'ai hâte d'aller en CHSLD, dans la maison des aînés », peu importe comment on appelle ça, c'est un nom. Mais tout le monde a ce désir de rester le plus longtemps possible à la maison et c'est ce qui m'a attiré premièrement avec le Parti québécois, qui veut, comme dans d'autres pays, mettre vraiment de l'emphase sur les services à domicile. Nous permettre comme société, comme individu, de faire ce choix et de vivre jusqu'à la fin avec dignité, mais à la maison. C'est une des premières choses qui m'a attiré avec le Parti. Merci. M. Tremblay, Parti conservateur?
Oui, moi, c'est peut-être le cheminement. J'avais commencé à vous en parler un peu dans la première question. Mon choix s'est fait parce que j'ai été un grand défenseur aussi de toute la question des ressources naturelles dans le comté. Entre autres, le projet de gaz naturel liquéfié, puisqu'on avait un corridor qui passait de l'ouest de l'Ontario jusqu'au Saguenay, mais dont le gazoduc passait sur le territoire environ à 30 de la conduite était là. C'était quand même quelque chose qui était connu chez nous avec une bonne acceptabilité sociale, puisqu'on a déjà le groupe Énergie qui traverse quand même l'agglomération de la Tuque puis qui dessert différents endroits au Québec, mais qui vient aussi de l'Ouest canadien. Également, il y a toute la question de la gouvernance. À la Tuque, j'ai amené beaucoup plus de gouvernance. J'ai rapproché davantage la décision auprès des citoyens, en ce sens où, je ne m'en cache pas, j'avais un bilan important. On avait plus de 17 directions dans une petite ville, alors j'ai ramené ça à 8, sans perte d'emploi. Les gens ont pu... On a pu nommer des numéros 2, des numéros 3 et s'assurer aussi de garder notre main-d'œuvre. Également, le taux de taxe qui n'en finissait plus d'augmenter et qui est un fardeau aussi pour Ville de la Tuque. Donc, en 4 ans, on est passé de 1,78, 1,64, 1,18 du $100 d'évaluation jusqu'à moins 0,94. Donc, et à ce sujet-là aussi, j'ai pu amener de baisser la dette. Pour une petite ville comme la Tuque, c'était 50 millions de dettes. Alors, on ne pouvait plus emprunter sur les marchés. Donc, lorsque je suis arrivé en 2017, il manquait 1,9 million combler le budget. Alors... Mais si je comprends bien, ce sont les valeurs conservatrices qui vont rejoindre. Réduction de la taille de l'État, réduction des taxes, impôts. Et redevances aussi au niveau des ressources naturelles, parce qu'on a une vallée aussi qui est verte, puis j'aurai l'occasion peut-être un peu plus tard d'en parler. Et il faut continuer ce mandat-là au niveau provincial également. Parfait. Mais tout ça, tout ce qui est taxes, impôts, je pense que je me suis retrouvé dans le gouvernement plus conservateur, dans les valeurs. Il faut que ça nous rejoigne aussi, le choix du véhicule politique, je pense que vous l'avez dit d'entrée de jeu, il faut que ça nous rejoigne aussi dans nos valeurs. Si on veut être convaincant aussi, autant dans un débat comme aujourd'hui, ou lorsqu'on s'adresse à la population, ou lorsqu'on travaille sur le terrain, il faut véhiculer nécessairement nos valeurs, mais les valeurs aussi du parti. Je vous entends bien. Monsieur Piot, vous êtes presque à l'antipode sur le spectre gauche-droite de la politique. Oui, mais effectivement, et je rejoins quand même mon collègue sur le fait qu'il faut que ça fasse partie des valeurs. Et Québec solidaire présente l'ensemble des valeurs qui me ressemblent, de justice sociale, d'aide à la population, de s'assurer que ceux qui tombent aient les ressources pour pouvoir se relever aussi. Parce que c'est pas juste de dire qu'on a des chances égales quand on est. C'est pas juste de dire que tout le monde a les mêmes chances. Et il faut pouvoir, un gouvernement doit pouvoir accompagner toutes les personnes pour donner des chances égales à tout le monde et donner des services dont la population a besoin. Je rejoins en ça ce que disait M. Bastarache sur les soins à domicile. Donc, toutes ces valeurs-là qui ont été mises ensemble par un même parti, par une même population, parce que le programme de Québec solidaire a été construit par ses membres. Et ça a pris un certain temps. Ce n'est pas un individu qui est arrivé qui a dit « Moi, j'ai les solutions, je vais vous les présenter ». C'est vraiment venu de la base et c'est ça qui m'attire dans ce parti-là. Surtout le fait qu'on a vu avec Québec solidaire 3 leaders différents. Et on dit leader, on ne dit pas chef. On a utilisé le terme porte-parole. Françoise David, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont venus être les leaders du parti. Mais vous n'avez pas vu de changement de cap du parti. Parce que c'est la base qui porte ce parti-là. Ce n'est pas le chef qui vient décider, bon, cette fois-là, on va être plus de ce côté-là, cette fois-là, on va être plus de ce côté-là. Et c'est là-dedans que je me sens confortable, que je sais que j'ai un avenir dans ce parti-là, parce que peu importe qui sera le leader, je sais que la base des valeurs auxquelles j'adhère aussi, de justice sociale, environnementale, du droit des femmes, tout ça va continuer, va aller au-delà de qui que ce soit qui sera élu leader et que moi, je vais toujours trouver ma place auprès de ce parti-là. Merci beaucoup. Madame Veilleux, je boucle la boucle avec vous. Vous aviez commencé à nous dire pourquoi vous aviez choisi comme véhicule le Parti libéral
Je vous laisse conclure. Absolument. Bien, comme je disais tantôt, en fait, j'ai visité, j'ai été membre de 2 autres partis. Pour moi, un parti politique, vous l'avez bien dit, c'est un véhicule. Il y a 2 choses là-dedans. Il y a la destination et il y a les gens qui sont avec nous dans ce véhicule-là. Pour ce qui est de la destination, j'étais plutôt d'accord à un certain moment avec la destination des autres partis dont j'ai fait partie, les valeurs aussi. Mais pour ce qui est des personnes avec qui j'étais assis dans le véhicule, ça me convenait plus ou moins. Je m'explique. Moi, je suis une personne qui croit que chaque personne a voix au chapitre. Chaque personne, peu importe son opinion, on doit l'écouter, on doit prendre son opinion en considération et ensuite, on met ensemble les opinions sur la table et on discute, on débat, on argumente. On dialogue dans le respect de chacune des opinions. Et ensuite, à l'aide d'arguments rationnels, de façon rationnelle, on arrive aux meilleures solutions possibles pour la population, pour la société. Bien, c'est pas ce que j'ai vu ailleurs. Et j'étais bien découragée, d'ailleurs, il y a quelques années, quand j'ai décidé d'abandonner un petit peu là, mon 2e membership. Et j'ai décidé de donner une chance, si je pourrais dire, au Parti libéral du Québec en 2019, quand la course à la chefferie a débuté et que Dominique Anglade s'est présentée et finalement, c'est Dominique qui est devenue chef. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis j'ai eu la chance depuis 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je suis membre du Parti libéral. J'étais pas là avant. C'était peut-être pas ma place non plus avant. Mais je peux vous dire que depuis 2 ans et demi, c'est l'exercice le plus démocratique que j'ai vu selon mon expérience. Il n'y a pas d'idéologie sur lesquelles on s'appuie pour déterminer les décisions qu'on va prendre. C'est un débat, c'est des discussions, puis c'est les meilleures positions avec les meilleurs arguments appuyés qui l'emportent. Et ça, moi, ça me plaît. J'ai vraiment trouvé ma place là, au Parti libéral pour cette raison-là. Donc, le véhicule en soi, moi, je pense que les directions, quand on embarque dans un véhicule, peuvent parfois changer un petit peu, contrairement à ce que M. Piot disait. L'important, c'est qu'on réponde vraiment aux besoins de la population. Les besoins sont évolutifs, les besoins changent. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On vient de passer, on s'en va en 2023. Donc, il faut prendre acte de la situation actuelle. C'est quoi les besoins? Répondre à ces besoins-là. Donc, c'est normal qu'on ne répète pas toujours exactement les mêmes choses, selon moi. Alors, si je veux compléter l'analogie, le véhicule est important à la destination, mais dans votre cas, il y a aussi la conductrice. Oui, c'est ça. Bien, la conductrice, mais aussi les voyageurs. Les voyageurs qui sont avec moi aussi. Ouais. Bon, ça va peut-être vous prendre un autobus plutôt qu'une voiture, mais ça, c'est à suivre. Je vous amène dans un 2e segment totalement différent. Je vous pose la question d'abord à vous, M. Bastarache. Évidemment, on ne sait pas quelle sera l'issue de la campagne électorale que l'on vit présentement. Et pour en avoir suivi plusieurs et fait quelques-unes, il est évident que la campagne a un rôle important à jouer. Et rares sont les sondages du début de campagne qui représentent la finalité le jour du vote. Mais si on se fie au moment où on enregistre cette émission, qui que ce soit que vous soyez autour de la table, si vous gagnez votre élection dans votre circonscription, vous avez de fortes chances d'être dans l'opposition. Est-ce que l'opposition, c'est aussi pouvoir assumer une forme de pouvoir? Ou bien est-ce que dans notre régime, le pouvoir est entièrement dévolu au parti qui gagnera la majorité des sièges? Bien, vous savez, pour moi, le rôle d'un député, c'est avant tout d'être la voix de ses citoyennes. Et non d'être... j'ai toujours un peu de difficulté avec ça. Hein. Les partis politiques, on vote pour un, pour l'autre. Mais avant tout, les citoyens et citoyennes votent pour un individu qui va les représenter la circonscription à l'Assemblée nationale. Des fois, il y en a qui font le mélange entre je représente l'Assemblée nationale dans le sens contraire, mais pour moi, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes, qu'on soit dans l'opposition au gouvernement, d'apporter les points spécifiques de notre circonscription. Il y a une chose que j'ai appris à la présidence syndicale de la Mauricie Centre du Québec, c'est qu'il y a plusieurs réalités qui sont distinctes les unes des autres sur le territoire. Bien, c'est la même chose dans une grande circonscription comme la Violette-Saint-Maurice. C'est d'être à l'écoute des individus et de porter leur message et de l'apporter à l'Assemblée nationale. Il y a donc pour vous, que vous soyez élu au gouvernement ou dans l'opposition, une forme de pouvoir d'être la voix de la circonscription à Québec. Effectivement, on est choisi
pour ça, pour apporter la voix de la circonscription à l'Assemblée nationale. Donc, vous pouvez vous assurer que je sois dans l'opposition ou du côté du gouvernement, bien, on va bien m'entendre pour les enjeux de la circonscription. M. Tremblay, est-ce qu'il y a un réel pouvoir si on est à l'opposition? Oh oui, c'est sûr qu'il y a un réel pouvoir. Vous savez, dans l'opposition, c'est l'école aussi, c'est le moment d'apprendre. Pour bien des groupes politiques, les gens le disent aussi. Mais vous savez, c'est notre démocratie. Ça n'en prend une opposition. Un gouvernement qui aurait les mains libres de tout, je pense qu'il passerait à côté de quelque chose aussi. Même moi, je l'ai vécu au niveau de l'expérience plus municipale, au niveau d'une mairie. On est 7, mais on n'est pas tous d'accord. Il faut concilier souvent les intérêts privés, les intérêts collectifs. Alors, je pense que c'est bon d'entendre un peu tout le monde. Il y a des besoins, un peu comme M. Bastarache disait. On parle de décentralisation, on parle de grands comtés, on parle de régions. Il y a différents aspects. Puis, vous savez, je pense que les grandes choses, ça passe aussi dans l'opposition parce que c'est une place où on peut amener nos différences, ce qui nous différencie, ce qui colore également. Moi, je pense qu'en politique, l'opposition se doit aussi d'être aussi importante que le pouvoir ou le pouvoir qui est donné au gouvernement par la majorité des gens. Madame Malenfant? Député au gouvernement ou député à l'opposition, ça vous irait? Oui, bien, je suis plutôt d'accord, là, en général, avec ce que deux messieurs ici là, viennent de dire. Effectivement, on est dans une démocratie, puis un système démocratique, ça implique qu'il y a un partage des pouvoirs, premièrement, mais ça implique aussi qu'on puisse discuter, on puisse débattre des enjeux sociaux. Donc, oui, moi, que je sois dans l'opposition ou au pouvoir, le rôle d'un député, le premier rôle d'un député, c'est de répondre aux besoins de sa population, de la population du comté. Puis moi, là, j'ai été investie le 5 juin, ça fait quand même déjà 2 mois, puis j'ai été le plus possible sur le terrain, j'ai été à la rencontre de le plus possible de gens dans Masquinongé. J'ai rencontré des conseils municipaux, j'ai parlé à des citoyens, j'ai vu des entreprises, j'ai pris des notes, j'ai un cahier de notes très épais. J'ai utilisé toutes ces notes-là, d'ailleurs, pour bientôt, je vais pouvoir proposer des engagements locaux exprès pour répondre à tout ce que ces gens-là m'ont dit au courant de l'été. Donc là, ça peut pas être plus répondre aux besoins des gens que ça. Là. Pour moi, c'est ça le travail. C'est d'aller auprès des gens, d'être à leur écoute, de se retourner de bord, de dire, bon, bien parfait, avec les moyens que moi j'ai, qu'est-ce que je peux vous offrir? Comment je pourrais répondre à ces besoins-là? Puis voici ce que je vous offre là, spécifiquement dans Masquinongé pour les prochains 4 ans. Monsieur Piot, député d'opposition, on exerce une forme de pouvoir ou on cogne à la porte seulement? Ah, ben moi, je vais faire encore du pouce sur mon collègue en disant que l'opposition, c'est une bonne école. Je pense que Québec solidaire a démontré qu'il pouvait maintenant, avec ce qu'il a fait les dernières 4 ans, aspirer au pouvoir. Parce qu'il a joué son rôle d'opposition pendant 4 ans. Et on peut démontrer l'importance d'un député d'opposition avec ce qu'a fait Émilise Lessard-Tremblay, de Terrien, excusez-moi, dans Masquinongé, pas dans Masquinongé, excusez-moi, dans Témiscamingue. Vous allez perdre votre élection. Oui, c'est ça. Vous cédez déjà votre siège. Je mélange les deux parce que j'ai une affinité avec l'autre circonscription par ma conjointe. Ceci étant dit, ça démontre bien l'importance d'avoir plusieurs partis à l'Assemblée et même dans une région. On avait tous signé un engagement, les partis politiques, un engagement à changer le mode de scrutin. Et on voit ce que ça donne, le mode de scrutin qu'on a actuellement. Avant, c'était 100 % libéral dans la région. C'est passé 100 % la CAQ. Pas d'opposition régionale du tout. Et c'est moi, en tant que porte-parole de Québec solidaire dans la Mauricie, qui a dû intervenir auprès dans la région de Champlain par rapport à la porcherie, méga porcherie qui voulait se développer là. Donc, et Émilise a joué ce rôle-là d'opposition régionale dans l'Abitibi-Témiscamingue avec la fonderie Horn. C'est elle qui, en 2019, a posé la première question à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe avec le taux d'arsenic dans cette région-là? Et on voit aujourd'hui qu'est-ce que cette première question-là a pu amener au niveau de la population, de la conscientisation, du gouvernement aussi, parce que le gouvernement qui a fallu qu'il se fasse pousser pour finalement faire quelque chose qui est en harmonie globale avec
la fonderie elle-même, là, on pourrait se poser des questions sur qui a demandé quoi. Donc, pour moi, le rôle dans l'opposition est effectivement extrêmement important. Donc, si oui, je suis député dans l'opposition, je pense que j'aurai un rôle tout aussi important que celui d'un député au pouvoir. Merci. Vous vouliez ajouter rapidement, M. Tremblay? Il y a une dimension qu'on oublie peut-être, mais qui est très importante, autant dans le pouvoir, au niveau du pouvoir qu'au niveau de l'opposition. C'est que le député est aussi ce que je vais appeler le représentant de sa population, mais aussi du gouvernement auprès des populations. Mais à travers ça aussi, il y a un rôle de décideur. Il y a un rôle pour légiférer aussi. Mais il y a un rôle aussi qui est important. Dans sa communauté, c'est un facilitateur. C'est celui qui va soutenir aussi, qui va défendre aussi les dossiers. Donc, c'est important de connaître les programmes aussi, les programmes gouvernementaux, autant ceux qui peuvent être fédéraux, provinciaux, municipaux. C'est toute cette chimie-là aussi qui se fait sur le terrain, qui est très importante. Qu'on oublie l'opposition, qu'on oublie le pouvoir, ce travail-là aussi, il faut qu'il soit fait, et c'est de façon journalière. Alors, c'est important, ça aussi. Je pars de vos réponses pour vous amener dans une autre dimension, puisque vous avez tous fait le lien, ou presque, de l'électeur qui choisit son représentant ou sa représentante. Or, si je m'assois dans le siège de l'électeur, bien, j'ai juste un vote. Et par ce vote-là, je devrais exprimer mon choix pour un candidat ou pour une candidate, mon choix pour une plateforme politique d'un parti, mon choix pour un chef ou une chef de parti, et peut-être aussi un choix pour un dossier qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai qu'un seul X pour manifester ces 4 choix-là. On pourra reparler de notre mode de scrutin tantôt, je ne l'ai pas oublié, mais je vous propose de me présenter votre trio de base. On se fait un trio MAC politique. Alors, je vous suggère un certain nombre de dossiers importants et vous me dites, selon vous, quels seraient les 3 secteurs les plus porteurs ou ceux que vous comptez porter pendant cette campagne électorale-là. Alors, ça pourrait être la langue, ça pourrait être l'identité, ça pourrait être la souveraineté, ça pourrait être l'immigration, ça pourrait être l'économie, ça pourrait être la justice sociale, ça pourrait être la réduction des écarts de richesse, la santé, la cure minceur de l'État, l'environnement, bref, etc. Vous voyez la liste, c'est quoi les 3 éléments qui, spontanément, vous viennent en tête en disant « Moi, mes 3 priorités, ce serait celle-là, tant pour mon comté que pour le développement du Québec. » Et je commence avec vous, M. Piot. Ça va être relativement simple pour le premier et les autres vont en découler. L'environnement est numéro 1, assurément. C'est la base de mon engagement aussi. C'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller dans la politique active. C'est pour mes petits-enfants, leur donner la chance de vivre sur cette planète-là, eux autres aussi, comme j'ai eu la chance, comme mes parents ont eu la chance. Et quand je parle d'environnement, bien, en découlent toutes les autres. L'environnement, dans les prochaines années, ça sera économique. Si on ne prend pas les décisions aujourd'hui pour s'assurer d'avoir un environnement sain, on va le payer. Et on va le payer cher. Donc, les gestes qu'on a à poser aujourd'hui, ils sont économiques parce qu'ils sont une économie par rapport aux gestes qu'on ne pose pas et qui nous coûteront 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 000 fois plus cher dans les prochaines années. Il y a aussi de justice sociale, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est les plus démunis qui vont être affectés le plus rapidement possible par les changements climatiques. C'est eux qui vont en souffrir en premier, donc ça ne fait qu'élargir l'écart entre les riches et les pauvres. Et on l'a vu, dans toute crise, c'est ce qui se passe. La crise qu'on vient de vivre, de la COVID-19, de la pandémie, on a vu les écarts s'agrandir encore plus au niveau de la justice sociale. Donc, environnement, économie, justice sociale. Et dans tout ça, il y a la santé, parce que l'environnement aussi, c'est la source de santé, c'est notre air qu'on respire. On pourrait faire la ligne au complet. On peut faire la ligne au complet. Mais le trio de base, c'est environnement, économie, justice sociale, je vous suis bien? Et santé. Ça fait parce 4. Que, oui, ben oui. Les 3 mousquetaires étaient 4. Mettons que je vous l'accorde, mais je devrais l'accorder aux autres aussi. Monsieur Bastarache, votre trio de base?
Qui peut aller jusqu'à 4 maintenant. Jusqu'à 4, là. Bien, écoutez, moi, je m'en cacherai pas. J'étais avec le Parti québécois également, l'indépendance du Québec. Je pense que un jour ou l'autre, ça va être inévitable. On l'a vu dans les dernières années avec les refus du fédéral. L'indépendance, pour moi, là, c'est tellement fondamental pour sauver le Québec. On est tellement différents de l'Amérique du Nord, du Canada anglais. On parle d'environnement, pendant que dans d'autres provinces, on parle plus de pétrole. Donc, pour moi, c'est un incontournable. Également, bien sûr, bien, je ne vais pas vous surprendre, hein, la santé. Pour moi, il y a vraiment une urgence d'agir. Pour la santé, services sociaux, j'ai été témoin de choses complètement aberrantes. Puis je ne peux pas concevoir que les Québécoises, Québécois ont grandi, on vit dans notre société en sachant qu'est-ce qui va nous arriver quand on va vieillir. La peur de manquer de soins, c'est vraiment, je vous le dis, là, on s'en va vers un mur de ce côté-là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si on ne fait pas un revirement très rapide dans notre système de santé, c'est l'Europe va bien demain. De là, les services sociaux, les soins à domicile, arrêtons d'investir dans des structures, dans du béton. Puis est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de services à la maison? Ça, je pense que c'est fondamental. Et bien sûr, comme M. Piot a dit, l'environnement, effectivement, c'est un peu la même chose que la santé. On n'a pas le choix. On sait très bien qu'est-ce qui va arriver dans plusieurs années. Pourquoi s'entêter à ne pas agir et à ne rien faire? À un moment donné, je crois que peu importe les partis politiques, peu importe les raisons qu'on se présente, bien, on doit avoir une vision, tout le monde ensemble, du long terme, et non des fois des visions aux 4 ans. Alors, on retient donc indépendance, santé, environnement. Oui. Vous l'en ajoutez un 4e ou vous passez tout droit? Je vais vous écouter, je reste à 3. Madame Veilleux. Oui, OK. Bon, moi, en premier, je vais faire un peu, je vais parler d'économie pour parler d'environnement, en fait. Un peu dans le sens inverse de mon collègue, M. Piot. Donc, on vient de placer 1-2, économie et environnement. Oui, d'une certaine façon, je vous exactement. Donc, le Parti libéral, là, on est le seul parti pour l'instant qui a sorti sa plateforme. On l'a sorti en grande pompe au Conseil général en juin. Je l'ai ici, je l'ai apporté avec moi. Elle est aussi sur le site Internet, évidemment, mais j'aime beaucoup mon petit livre. Je le traîne partout. Donc, on a beaucoup d'engagement et en économie, c'est vraiment notre priorité. Là, les gens, en ce moment, là, les taux d'inflation qui augmentent, l'inflation qui fait augmenter... Voyons, je recommence. L'inflation est présente partout, les taux d'intérêt augmentent, les gens ont de la misère à joindre les deux bouts. Donc, c'est certain que l'économie, puis être capable de redonner aux gens une qualité de vie. J'aime pas utiliser nécessairement l'expression pouvoir d'achat. Là, c'est pas nécessairement je vais aller consommer plus. C'est plutôt est-ce que je peux me nourrir convenablement en achetant des fruits puis des légumes frais à l'épicerie ou si je suis obligée de faire des choix moins santé pour moi puis mes enfants. Tu sais, c'est là qu'on est rendu là. C'est la même chose pour le matériel scolaire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 3 enfants et là, ça vient de me coûter à peu près, je vous dirais, j'ai fait le calcul, là, presque 2 000 $ pour la rentrée scolaire, puis ils sont les 3 à l'école publique. Là. Ils vont pas à l'école privée. Donc, on a des mesures pour ça. On veut redonner aux personnes pour les matériels scolaires. On veut rendre les projets particuliers dans les écoles gratuites. Alors, on n'aura pas le temps de faire la plateforme au complet. Non, je sais. Sinon, vous ne vous rendrez pas à 3. Je sais. Je recommence. Je reviens à l'économie, mais pour l'inflation, pour lutter contre l'inflation, c'est super important. On a le projet ECO, qui est un gros projet. C'est 100 milliards de dollars sur 30 ans, qui est justement, le but, c'est d'allier l'économie avec l'écologie, c'est de produire de l'hydrogène vert, donc à base d'hydroélectricité. Donc ça, c'est pas polluant, puis ça pourrait nous propulser. On a un peu une vision là, du Québec avec ECO, du même genre que peut-être on pouvait l'avoir dans les années 70 avec la baie James. C'est vraiment un gros projet qu'on veut structurant, puis un objectif là, pour les Québécois. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'économie puis de l'environnement. On y va dans le même sens, là, dans les deux, la main dans la main. Ensuite de ça, c'est la justice sociale. J'en ai parlé un petit peu déjà avec l'inflation. Ça affecte les jeunes familles, ça affecte les aînés. Nous aussi, notre priorité, c'est vraiment le soin à domicile. C'est vraiment de pouvoir s'assurer que chaque personne peut avoir un suivi médical. C'est pas normal qu'au Québec, on doive prendre rendez-vous pour avoir, à chaque fois qu'on a un petit bobo puis qu'on n'est pas capable d'avoir une même personne pour faire un suivi.
Donc, ça serait pas mal ça dans l'ordre, là. Économie, écologie ou environnement, si vous préférez. Ensuite, justice sociale. Puis la santé qui est en lien avec la justice sociale. C'est difficile de faire une hiérarchie, là, parce qu'en réalité, moi, je vois ça comme assez... Vous l'avez quand même réussi, on vous suit, là. OK. Économie, environnement, justice sociale, santé, Oui. en sachant très bien que c'est pas des vases clos, là. C'est ça. plutôt des vases Mais économie, communicants. jamais au détriment de l'environnement non plus, là. Tu sais, c'est vraiment une nouvelle façon de voir l'économie qui était peut-être pas celle qui était privilégiée auparavant, là. Merci. M. Tremblay, on vous devine un peu puisque vous aviez déjà ouvert la porte plus tôt dans l'émission, mais je vous écoute sur votre trio de base. Qu'est-ce qui vous amène ou quelles sont les 3 priorités que vous voudriez voir travailler? Parce qu'on ne parlera jamais d'un achèvement total, là. Sans aller dans le détail des mesures que le Parti conservateur du Québec a avancées, on a un beau document, j'en profite. Non seulement la dame du libéral, oui, mais les gens peuvent le consulter. Il est conservateur.québec sur le web. Mais quand je dégage, on a dégagé 5 priorités à travers un paquet. Vous savez, à l'intérieur d'un mandat de 4 ans, on a pris des engagements. On ne peut pas dépasser 4. Là. Non. J'avais dit 3, j'ai accepté 4, mais vous ne me direz pas à 5. Vous avez toujours une option, vous n'avez pas pris votre 4e. Mais je vais partir à partir du slogan qui est libre chez nous. Déjà, il y a tout le manifeste du fait de respecter la Charte des droits. Les libertés de la personne, les libertés individuelles sont importantes, les libertés collectives sont importantes. Mais aussi, quand on parle d'être libre chez nous, c'est pour les travailleurs aussi. Le Parti conservateur du Québec veut remettre de l'argent dans les poches des gens, des travailleurs. Ça, c'est important. Il y a de la place pour les agriculteurs, les aînés, les travailleurs, je le disais, les gens plus démunis. Alors, nous, on propose des baisses de taxes, c'est clair, des baisses d'impôts. Même moi qui ai 61 ans, qui est hypothéqué lorsque je travaille parce que je suis pris pour payer plus d'impôts. Vous savez, au Québec, on est rendu à près de 50 de ce que c'est qu'on gagne comme revenu à remettre au gouvernement. Il est temps qu'à un moment donné, on n'ait pas juste un gouvernement pour un gouvernement, mais un gouvernement pour nous autres. Là, je pense que la population a besoin d'un break, excusez l'expression, mais on a besoin qu'on revienne vers le citoyen d'abord. Alors, lorsqu'on parle de baisse de taxes et d'impôts, on parle aussi de dégraisser tout l'appareil. Ça fait partie de l'économie. Il y a des choses aussi pour les garderies. Il y a des choses pour... je rejoins M. Bastarache lorsqu'on parle des services à domicile. On en parle depuis 30 ans. Il n'y a rien de fait là-dedans. Il va falloir qu'on y aille vers là. Est-ce que je comprends que ça, c'est votre 3e point quand même? Non, là? non. Parce que là, vous êtes en train de me passer le programme à travers les mêmes points. J'ai compris. Respect des libertés, baisse d'impôts, et là, vous me parlez de réduction de l'État. Et j'irai avec une demande qui est importante aussi, c'est celle, et le comté le vit. C'est toute la question du développement des ressources naturelles. Vous savez, on a un comté qui est fort en foresterie. Au niveau de juste la région de la Tuque et ses environs, c'est 2 000 emplois. En Mauricie, c'est 6 000. Au Québec, c'est 60 000. Et malheureusement, on ne touche pas de redevance de ces ressources-là. Alors, prenez Hydro-Québec. On est le 3e groupe, le comté de la Violette-Saint-Maurice, hydroélectrique au Québec qui fournit l'électricité aux gens, et on touche des pinottes de ça. Alors, moi, je pense que, comme gouvernement, il va falloir redonner aussi aux municipalités, redonner aux comtés cette richesse-là. Alors, je pense que c'est important. Ça aussi va nous aider. Et le développement de nos ressources naturelles va continuer aussi à aller vers l'autonomie d'un Québec. Un Québec plus nationaliste. Là, on ne parlera pas d'immigration, tout ça. Mais lorsqu'on parle d'autonomie, vous savez, là, on l'a vu avec la guerre, on l'a vu avec le système de santé aussi. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on revienne plus à ce qu'on fait de bien. Et ça peut se faire avec l'écologie, ça peut se faire avec un paquet de choses. Et j'inclus également à ça le privé. Le privé. Votre 4e point, c'est un plus grand pouvoir aux municipalités. Il y aurait un pouvoir, mais d'argent, qu'on sorte du béton, qu'on cherche. Tu sais, vous savez, là, toute la question des taxes, c'est foncier, c'est 70 des budgets au niveau du Québec dans les municipalités. Ça vient de ce qu'on appelle le béton et la brique. Mais il faut s'enrichir à partir aussi des richesses qu'on a. Je pense qu'on a bien tous saisi vos 4 grandes orientations, malgré le fait que vous avez été fort habile à essayer de nous passer... J'ai triché un petit peu. Oui, un petit peu, l'avoue. mais je pense qu'on l'a vu et on l'a accepté. Monsieur Piat, vous voulez ajouter? Bien, je vois dans les propositions qui sont faites une diminution du rôle de l'État. Puis on l'a vu pendant la pandémie,
qu'il demeure que les ressources qui étaient nécessaires pour passer à travers la pandémie, tant au niveau des ressources, au niveau de la santé, c'est pas le privé qui est venu à l'aide de la population, c'est le gouvernement. Et de déshabiller le gouvernement comme certains partis comptent le faire en diminuant les taxes, je comprends que tout le monde a besoin, mais il y a une façon différente de faire les choses que de tout simplement diminuer les taxes qui va amener inévitablement par une diminution des services. Donc, c'est pas vrai que les gens vont avoir plus d'argent dans les poches. Ils vont juste avoir à le donner au privé plutôt qu'à se le donner soi-même en tant qu'appareil gouvernemental. On pourrait rentrer dans un immense débat. Vous aurez très certainement plusieurs plateformes pour le faire pendant cette campagne-là. Mais je veux quand même profiter de ce qui est en train de se passer présentement, parce que dans ce trio qui est devenu Quatuor, que vous avez tous présenté, voulez-vous présenter votre quatrième élément? Mon quatrième... On parle beaucoup C'est votre dernière chance. On parle beaucoup d'économie, mais tu sais à quel point que le taux relié, puis je suis d'accord avec ça, tu sais, des baisses d'impôts, donner 500 $ à tout le monde, c'est tellement pas la solution. Juste une saine économie. Quand on fait juste regarder dans le milieu communautaire à quel point que c'est sous-financé, mais que ça pourrait aider l'entièreté de l'appareil. Si je prends un exemple, quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, s'en va en psychiatrie à l'hôpital, se fait sortir après 2 jours, manque de ressources au communautaire dans la rue, n'a pas d'aide, se fait retourner à l'hôpital. On dépense énormément d'argent dans des choses qui devraient fonctionner, mais par manque d'amour, disons, le CIUS, manque de vision, mais avec la création des mammouths, des CIS, des CIUS, on n'est plus capable justement d'aller graisser la machine qui est supposée de fonctionner. Fait qu'il ne faut pas tout délaisser puis aller du côté du privé où que ça va être payant. Parce que je pense que c'est une chose qui est claire, la société québécoise le dit, c'est assumé. On va tous prendre soin les uns que les autres et on ne sera pas traités en fonction de notre portefeuille. Puis ça, je pense que c'est très important. Je pense qu'on a bien compris qu'il y a une réaction à la position de M. Tremblay du Parti conservateur et ça m'amène, cette dissension-là, à me repositionner dans le siège de l'électeur qui vous écoute sur vos 3 priorités devenues 4 et qui ont à la fois des points de convergence et aussi des points de différence. Ça va de soi puisque vous êtes vous représentez des formations politiques différentes, mais est-ce que l'électeur se sent représenté? Et là, je reprends en vol le sujet que vous abordiez, M. Piot, mais je vais introduire avec M. Tremblay. On a un système démocratique qui a été conçu pour du bipartisme. Alors, quand il y avait 2 partis, soit à l'Assemblée nationale, soit à la Chambre des communes, il y en avait forcément un qui obtenait 50 % plus 1 des voix. Et la société a beaucoup changé. On a vu apparaître une multiplicité de partis. La preuve, vous êtes 4 et il en manque en plus. Alors, comment, comme électeur, on peut se sentir encore représenté dans un système qui va donner la totalité des pouvoirs au parti qui fera élire le plus de députés? Et pas nécessairement la majorité, et à peu près jamais avec 50 % du vote exprimé. Alors, la question est toute simple. Est-ce qu'on est dû, au Québec comme au Canada, pour une réforme de notre mode de scrutin qui permettrait à toutes ces voix différentes, qui ont des visions de développement différentes pour le Québec ou pour le Canada, de se faire entendre avec une part plus importante au pouvoir, parce que ce que certains appellent des gouvernements minoritaires pourraient possiblement être davantage des gouvernements de coalition qui obligent celui qui a le plus grand nombre de députés à être à l'écoute des autres partis. En fait, vous parlez de la promesse du gouvernement de la CAQ d'amener toute la proportionnalité également du vote à l'intérieur du système où tu es voté au plus haut des voix. Au Québec, il n'y avait pas que la CAQ, là. Non, il y en avait d'autres aussi. Tous les partis ou presque avaient signé. Et c'était aussi une promesse au fédéral. Donc, on en parle sur tous les plateaux. Alors, est-ce qu'on est rendu là ou pas? Moi, je vous dirais, le parti chez nous est jeune. Ça fait 1 an. On est parti de 500 membres. On en a aujourd'hui 60 000. Il n'y a pas encore une position au Parti conservateur du Québec par rapport à ça. Alors, il y a des plus là-dedans, il y a des moins, parce qu'il faut regarder. Il y aura sûrement des comités de travaux qui sont faits prochainement, comme on dit, pour aborder la question, parce qu'il faut le faire ensemble, autant au pouvoir que dans l'opposition. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse regarder toute la question de la proportionnalité, un peu comme je mentionnais, puis du vote, les comtés. Il y a toutes sortes de choses là-dedans qu'il faudra qu'on soit
une façon de mieux représenter nos citoyens. Il faut qu'il y ait de la place. Là. On ne se reconnaît plus dans le système. On dirait que le système, souvent, est organisé pour toujours les mêmes soient là. Mais ce que je dis, en fait, c'est qu'au niveau du Parti conservateur, on n'a pas encore de position officielle à ce sujet-là, mais qu'on est ouvert à faire partie de tables interparties pour être capable de discuter de la proportionnalité ou encore du vote à proprement parler au niveau des élections. Même la question de la date fixe aussi, parce qu'on l'a vécu cette année. Mm-hmm. Monsieur Bastarache, vous avez une opinion sur un changement de mode de scrutin? Bien, je crois qu'il faut absolument, parce que même moi, je me suis toujours posé la question des fois, parce qu'à chaque fois qu'on voit un gouvernement, peu importe de quel parti, le parti est élu, majoritairement, excusez-moi l'expression, il part d'un bord, puis il décide de faire, je sais pas, une réforme en santé que personne n'a vu venir, on ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est inévitable qu'on ait un gouvernement qui n'a pas le choix de parlementer avec d'autres partis politiques et pas seulement prendre des décisions qui, selon moi, la plupart du temps, sont partisanes de partis et qui vont à l'encontre des besoins des citoyens. Ça, j'ai toujours de la difficulté. Puis vous avez raison, je marche dans la rue, puis le monde, il regarde ça, la politique, ben oui, parce qu'il y a toujours des décisions qui sont prises qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population à chaque fois. Et je crois que c'est important d'avoir un gouvernement ou un système où les personnes vont se reconnaître là-dedans. Et présentement, je trouve, comme citoyen avant tout, que l'ensemble des décisions, puis quand je vois ça à la télévision, bien, on prend beaucoup de décisions où la population, les citoyens, n'ont jamais été vraiment, disons, en accord avec des positions. Puis c'est pas en sondant à 1000 personnes qu'on peut dire que la population est derrière nous, avec des décisions qu'on prend. Fait qu'assurément, il y a un revirement à faire. Madame Veilleux, confortable ou non avec le mode de scrutin actuel? Non, moi non plus, pas du tout. Moi aussi, je pense qu'on devrait le changer. Par contre, ça pour moi, c'est un fait. Là. C'est clair depuis déjà plusieurs années qu'on devrait changer le mode de scrutin et au provincial et au fédéral d'ailleurs. Mais par quoi? Là, c'est là que toute la question est entière pour moi parce que j'ai déjà réfléchi, discuté avec d'autres collègues qui s'intéressent à la politique de cette question-là. Puis chaque système a des avantages et des inconvénients. T'sais. Je pense que l'important, c'est qu'on trouve le meilleur pour mieux représenter la population parce qu'en ce moment, moi aussi, je trouve ça un peu inacceptable là, que, par exemple, un candidat obtienne un siège à l'Assemblée nationale. Il pourrait très bien l'obtenir alors que les 2 ou 3 autres candidats du comté sont à presque égalité avec juste 100 voix de différence. Bien, ces gens-là, la population qui a voté pour les autres candidats n'est toute fin pratique, pas représentée à ce moment-là à l'Assemblée nationale, tu sais. Fait qu'il y a vraiment un problème, là. Puis au Parti libéral, on le reconnaît, ça. Puis moi, je le reconnais aussi depuis longtemps. Fait que pour moi, là, la solution, bien, en fait, l'objectif, c'est vraiment trouver le meilleur système pour bien représenter les gens, pour que chaque personne, chaque électeur puisse considérer que sa voix compte comme une représentation à l'Assemblée nationale. En ce moment, chaque voix compte dans le sens où même que là, c'est très important d'aller voter parce que, je veux dire, quelques votes peuvent faire la différence pour qui va représenter la population, mais pour que chaque vote, même ceux qui ont voté pour un candidat qui n'a pas obtenu le siège, que ces personnes-là, que ces électeurs-là aussi soient représentés. Par quel moyen ou quel mode de scrutin, là, c'est là que je pourrais pas m'avancer là, sur un mode de scrutin en particulier, mais je sais que chacun a leurs avantages, leurs inconvénients, puis ça serait tous ensemble, je pense qu'on devrait y arriver. Mais je trouve pas ça très acceptable non plus de promettre de faire des modifications au mode de scrutin puis de jamais les faire. Là. Ça fait longtemps que ça se fait au fédéral, au provincial aussi, fait que je pense que là, on est dû, là. Puis ça va pas là en s'améliorant, hein, parce que si on regarde comment la politique évolue, ça se peut qu'il y ait d'autres partis qui apparaissent, puis plus il y a de partis, plus la représentativité est faible de la personne qui est élue. Donc là, à un moment donné, il va falloir prendre acte, je pense, sérieusement de ça. Monsieur Piot, vous aviez ouvert cette fenêtre. Je vous laisse la refermer en nous exprimant votre position. Non, je vais la laisser ouverte parce qu'il faut vraiment la laisser ouverte.
Il y a eu des positions qui ont été prises en 2018 lors des élections. L'ensemble des partis, sauf le Parti libéral, avaient accepté de signer une entente de changement. Donc, il y avait une réflexion qui a été faite. On n'est plus à l'étape de réfléchir au mode de scrutin. On est à l'étape de mettre en place. C'est sûr qu'il y aura des détails à voir pour s'assurer d'avoir la meilleure façon. Mais l'entente prévoyait déjà un mode de scrutin et je pense que c'est le temps de le mettre en place. Mais le changement du mode de scrutin ne suffira pas. Et on l'a vu dans les dernières années que ce que la population demandait, c'est aussi que les députés s'entendent, qu'il y ait des fonctionnements transpartisans. Et ça, c'est porteur. Et pour qu'il y ait des ententes transpartisanes, il faut qu'il y ait une transparence. Et ça l'a manqué dans le dernier mandat. Ça l'a manqué dans d'autres mandats aussi. Il faut qu'il y ait une transparence. Il faut que la population puisse savoir sur quoi sont fondées les décisions des gouvernements. Et je crois qu'un changement de mode de scrutin qui amènerait une plus grande pluralité des voix obligerait cette transparence-là parce qu'il n'y aurait pas un parti qui, avec 33 % des voix, se dirait tout-puissant, vainqueur et majoritaire, pouvant faire le jour et la pluie parce qu'il est majoritaire, parce que l'ensemble de ses députés doivent suivre la ligne de parti. Donc, le changement du mode de scrutin, oui, mais un changement d'attitude, un changement de philosophie à l'Assemblée nationale pour fonctionner de plus en plus main dans la main quand on le peut, parce qu'on ne peut fonctionner main dans la main avec des partis qui seraient complètement à l'inverse de notre philosophie, et la transparence, de mettre sur table, faire confiance à la population, d'avoir l'intelligence de comprendre ce qui est en jeu. Quand on parle présentement là, de toutes les usines qui avaient des ententes particulières, on a le droit, en tant que population, de savoir, on a le droit, en tant qu'élu de l'opposition, de savoir et de travailler tout le monde ensemble à s'assurer d'une vie plus saine de toute notre population. Rapidement, M. Tremblay. Je pense que quand on fait le tour, on est tous d'accord avec le changement au niveau du mode de scrutin. Je pense que c'est unanime. C'est sur les moyens qu'il faut s'entendre. Il y a du travail à faire là-dessus parce que c'est plus normal non plus d'avoir des taux de participation à 30 40 pour élire des gouvernements, autant municipal, provincial que fédéral. Alors, il va falloir s'intéresser. On semble mettre aussi beaucoup la faute sur le gouvernement, mais il faut regarder nous autres aussi en tant que participants, okay? En tant que citoyens. Il faut le faire, ce devoir-là aussi. Ça nous appartient aussi, ce changement-là. J'ai l'impression des fois que les gens votent plus pour le changement que pour les réelles valeurs ou pour ce vers quoi on s'en va dans l'avenir. Fait qu'il y a un travail à faire de ce côté-là aussi. Il va falloir ramener les gens au vote aussi pour s'assurer d'une meilleure représentativité. On se rejoint tous là-dessus, mais c'est le moyen. Il y a du travail à faire, en tout cas. En tout cas, vous ouvrez la porte à la question que j'allais vous poser à toutes et tous. Dans votre campagne, vous êtes sur le terrain présentement à rencontrer plein de gens d'associations. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous de trouver le moyen d'augmenter le taux de participation des électeurs de votre circonscription? On ne parlera pas de l'ensemble du Québec, ça se fera circonscription par circonscription, mais est-ce que vous avez une idée de génie, un trait illuminé pour dire « voici comment je pense pouvoir augmenter le taux de participation des citoyens qui, ma foi, sont parfois un peu désabusés du système et disent, bon, ben que j'aille voter ou pas, ça ne va pas faire une si grande différence, dépendamment des circonscriptions, bien sûr. Il y a des circonscriptions où les résultats sont vraiment très serrés. Il y a d'autres circonscriptions où c'est pratiquement joué d'avance. Comment on fait pour maintenir la motivation de l'électeur à aller voter dans le système actuel? Qui veut se lancer? M. Bastarache? Je dirais de les écouter, d'aller voir la population, puis je dirais surtout la tranche d'âge. Moi, j'ai 33 ans. Je dirais 35 et moins, je suis conscient que ça ne va pas beaucoup voter, mais encore une fois, on parle du changement de scrutin, mais c'est parce qu'on dirait que la population se sent tellement distant de la politique. Ils voient on dirait qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire de différence. Donc, je pense que, premièrement, c'est d'aller les écouter, leur parler, savoir qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Bien, c'est ça qui va venir alimenter la chose, puis leur faire comprendre également qu'ils ont un pouvoir. C'est sûr qu'avec le mode de scrutin actuel, c'est extrêmement, difficile
de vendre le mode de scrutin actuel, mais je pense que c'est vraiment de les solliciter, de leur expliquer, de communiquer avec l'ensemble de la population pour qu'ils comprennent vraiment que tout le monde ensemble, on est capable de faire un méchant revirement de situation. Mais ça va de personne en personne, puis par écoute. Madame Veilleux? Bien, j'aborde un petit peu dans le même sens. C'est qu'à chaque personne que je rencontre, j'essaie le plus possible d'être à l'écoute des besoins, puis d'être l'exemple, de faire exemple un petit peu de mon implication, des raisons pour lesquelles j'ai décidé de sauter. Ça, je pense que quand je rentre dans ce type de discussion-là, ça stimule beaucoup les gens. Peut-être principalement, moi aussi, j'ai 37 ans, là, les plus jeunes, là, 18, 30, 35. Les personnes âgées aussi, souvent, sont surprises, puis sont agréablement surprises de voir une femme dans la trentaine, qui a 3 jeunes enfants, qui se lance en politique. En tout cas, dans mon cas, ça semble stimuler les gens un petit peu, puis de dire « Ah ouais, OK, c'est encore de la vie là-dedans, là, tu sais, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. » Fait que ça, je pense que c'est simple, il faut que je le fais à chaque fois que je rencontre quelqu'un. J'ai un dynamisme avec moi, puis une passion que je pense que j'essaye de transmettre d'une certaine façon, un petit peu comme je le fais dans mon rôle de prof, tu sais, dans mon travail. Puis pour ce qui est de... qu'est-ce que je voulais rajouter, donc? J'ai perdu la suite de mon idée. Vous me faites un petit signe oui, et je vous on fais un vous petit revient. signe si je me rappelle. Monsieur Piot, comment on fait pour augmenter le taux de participation? Bien, ça va être un travail de longue haleine. Je fais, moi aussi, le porte-à-porte et je le vois, et beaucoup de gens sont désabusés. Le changement de mode de scrutin va le changer. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, de travailler autrement au niveau. Mais aussi de sentir qu'ils sont proches de ce pouvoir-là. À Québec solidaire, entre autres, chaque investiture se fait au vote. Et même lorsque j'étais, en 2018, seul candidat à l'investiture, les membres de Québec solidaire avaient un choix entre moi ou non, pas moi. Donc, ça l'amène une démocratie. C'est pas un chef qui décide où seront tel candidat. Je sais qu'il y a des investitures dans d'autres partis aussi, mais c'est vraiment à la grandeur du Québec que se fait les investitures au niveau de Québec solidaire. Par la suite, c'est vraiment d'avoir une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale de cette population-là. On a, dans le modèle actuel, un chef qui décide à peu près tout, avec un groupe de personnes autour qui sont très restreints. Le député a quand même peu de place. Le député d'arrière-ban d'un gouvernement majoritaire a très peu de place. Je pense qu'il faut augmenter le rôle de chaque député au sein du gouvernement, au sein de l'appareil politique, pour qu'il y ait un lien direct, non pas seulement avec un député qui va peut-être pouvoir rencontrer un ministre, mais d'un député qui va avoir un levier réel à l'ensemble du gouvernement pour pouvoir aider. Donc oui, aller vers la population, mais c'est par l'exemple. C'est le prochain gouvernement qui va pouvoir démontrer par ses actions que ça vaut la peine d'aller voter. Donc, pas beaucoup de recettes pour la présente élection, là. Rencontrer les gens, mais on arrive dans le milieu avec un gros déficit de crédibilité, malheureusement, parce que trop de gouvernements, par le passé, ont utilisé des recettes votées pour le changement pour nous présenter la même recette par la suite. Donc, moi, quand j'arrive avec Québec solidaire, qui est un changement dans la forme, le mot a été galvaudé et il faut travailler 2 fois plus fort pour le faire comprendre. Monsieur Tremblay, quand vous allez parcourir votre Belgique québécoise, vous avez un secret pour mousser le taux de participation? Vous venez de le dire, c'est la présence. Moi, je pense que la présence est importante. Le contact humain est important. M. Bastarache parlait tantôt d'écoute. Écoute aussi. Je pense qu'il faut rebâtir notre crédibilité comme politicien. Moi, je pense que c'est important. Également, M. Diot parlait de transparence. Il faut être sincère dans la façon dont on fait de la politique. Et c'est plus apparent, ça. Moi, je le vois, là, au quotidien, là, dans mon porte-à-porte, dans les gens que je rencontre. Souvent, on va me dire, Pierre-David, c'est la somme d'un peu tout ça qui fait que t'es l'homme qui se présente, mais au-delà de ça, il y a trop de promesses.
Alors moi, j'essaie de ne pas en faire des promesses. Je n'ai jamais fait. Ça fait 7 ans que je fais de la politique, je n'ai jamais fait de promesses, mais j'ai pris des engagements. Et je suis une personne engagée. Parce que vous savez, il y a une différence entre l'implication et l'engagement. Et c'est simple, c'est une recette toute simple. Quand vous déjeunez le matin, la poule s'implique. Elle pond un œuf pour vous nourrir. Mais le cochon, lui, il meurt puis il finit en bacon pour nourrir les gens. Et c'est ça que les gens veulent de nous. Ils veulent une réelle représentation, ils veulent de l'action, mais aussi des résultats. Et ce qui manque à la politique actuelle, c'est les résultats. Donc, pour moi, ça prend une présence, ça prend une représentation, une écoute, de la transparence, mais aussi de livrer le message. Ça ne donne rien de remplir des cahiers si, dans le prochain 4 ans, on ne réalise pas 1, 2 ou 3 demandes sincères qu'on a pu se faire. Et c'est là, actuellement, qu'on est au niveau du Parti conservateur du Québec. On en a pris 5 dégagés de notre volume. Et c'est avec ça qu'on va travailler pour le prochain 4 ans. Je vous écoute, être un homme ou une femme politique, c'est aussi avoir des antennes parce que autant souhaitez-vous aller à la rencontre de vos électeurs, il serait peu probable que vous arriviez à tous les rencontrer pendant une campagne aussi courte que celle qui s'annonce, ou que celle qui est en cours plutôt. Donc, il faut avoir des antennes. Et la plupart des sondeurs sont aussi des gens d'antenne et cherchent constamment quelle sera la question de l'urne? Parce qu'on le disait tantôt, avec mon seul vote, je dois choisir un candidat, un chef, une plateforme. Mais finalement, à moins d'être vraiment militant au sein d'une formation politique, mon choix comme citoyen est souvent sur une question. Et au moment de me rendre dans mon bureau de vote, je fais quel est le parti qui va répondre le mieux à cette préoccupation que j'ai? Vous avez une idée aujourd'hui de ce qu'est la question de l'urne? Vous avez retrouvé ce qui manquait tantôt? Bien oui, je pourrais... Je mets ma question en suspens, à moins que ça puisse... Je pourrais faire du pouce un peu sur la suite aussi, puis répondre à votre autre question. On fait cela. En fait, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, comment on fait pour intéresser ou un peu raviver chez les gens le goût pour la politique, bien, je pense qu'il y a aussi une éducation qui est à faire d'une certaine façon. J'aime pas trop ce mot-là, là, ça fait un peu pompeux pour la population en général. Oui, c'est ça. C'est un peu dans ma nature. Mais tu sais, par exemple, peu de gens savent que quand on va voter, il y a des sous qui vont au parti politique pour lequel on vote. Il y a toutes sortes de choses comme ça que peu de gens dans la population sont au courant. Puis tout ça, c'est des choses qui font aussi, je pense, que la personne peut se sentir plus engagée ou peut sentir que sa voix va servir à quelque chose. Une des raisons aussi pour lesquelles, puis peut-être que c'est la même chose pour mes collègues ici, je me suis impliquée au sein d'un parti politique. Je suis pas la première personne en haut à défendre la partisanerie. Là. Moi aussi, je pense qu'on est tous, les élus doivent tous se mettre ensemble pour travailler. Mais dans un parti politique, on expérimente ça tout de suite, concrètement, tu sais. Fait que moi, ce que j'invite souvent les gens à faire aussi, c'est impliquez-vous dans un parti, au moins pour avoir le goût de la politique. Choisissez le parti que vous voulez, celui qui correspond un petit peu plus à vos valeurs, puis essayez au moins, vous allez commencer à recevoir des courriels, des événements. Voyez comment ça se passe quand vous avez du temps libre, sans nécessairement se mettre à faire 20 heures de bénévolat par semaine, là, évidemment. Puis ça, c'est une autre façon, je trouve aussi. Puis souvent, on trouve là-bas ou dans un parti des gens qui, parfois, finalement, ça fonctionne pas, ou d'autres fois, finalement, ça fonctionne très bien, puis on a une équipe, puis ça devient quasiment comme une famille. Fait que c'est vraiment... on est plus impliqué si on est partie prenante d'un réseau. C'est ça, mais des fois, les gens ne savent pas. Ça coûte juste 5 $ par année avoir une carte de membre d'un parti politique. Fait que c'est pas le coût qui est rebutant, là, ici. Donc, tu sais, de se dire, oui, je vais voir, tu sais, je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe, là, comment ça fonctionne. On commence à recevoir des courriels, on est informé sur les événements. Tu sais, ça peut aussi vraiment faire réaliser aux gens, là, qu'est-ce qui se passe, là, dans le monde politique, puis concrètement, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là qui s'impliquent. T'sais. Pour répondre à votre question de la question de l'urne, je vais prendre la balle au bon. Moi, j'ai pas... C'est quelque chose dont on parle dans les partis politiques, ça, puis en politique, quand on est dans un événement comme en ce moment, mais j'ai pas d'idée fixe sur quelle sera la question de l'urne. En fait, je vais laisser là, carrément les électeurs de Masquinongé décider quelle question est la plus importante pour eux. Moi, je considère que c'est important d'avoir
de répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes. Les personnes âgées, les jeunes familles, tantôt je ne l'ai pas dit, là, mais les agriculteurs, je vais en profiter. Je ne vais pas m'élaborer trop longtemps là, parce que c'est pas l'objet de votre question, mais c'est les électeurs qui vont devoir choisir. C'est les électeurs qui doivent aussi aller voir, aller comparer peut-être ce que chaque parti leur offre et ensuite prendre une décision éclairée à ce sujet-là. Puis je les laisse totalement... je ne vais pas leur induire là, une question de l'urne. Ça sera à eux de décider ça. Monsieur Bastrache, vous avez l'impression que vos électeurs sont synchronisés à vos priorités ou c'est à vous de dire « Non, il faut que j'ouvre mes antennes pour voir quelle est leur priorité à eux ». Bien, je vous dirais, les priorités du Parti québécois, ça a été sondé avec les membres qui ont pris une carte, justement, puis qui, c'était à l'écoute des Québécoises québécois. Mais une chose qui est sûre, comme Madame a dit, c'est les citoyennes qui vont décider, mais en 2022, je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de choix, de points chauds, que ce soit l'environnement, la santé, la langue française. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui pourraient rebondir, mais assurément, il y a beaucoup de sujets, que ce soit des priorités ou non, qui méritent de l'attention. On vous parle de quoi quand vous circulez? Je dirais que dans la Villette Saint-Maurice, moi, on me parle beaucoup de santé, d'éducation. Je parlais tantôt de crainte d'aller à l'hôpital. Rares sont les personnes que je croise dans la rue qui ont dit, le jour qu'ils ont un bobo, qui avaient donc hâte d'aller dans le système de la santé pour aller se faire soigner. Je vous dirais que, oui, je prêche ma paroisse, je travaille dans le milieu de la santé, mais peut-être que, vu que je proviens du domaine, on m'en parle beaucoup. Mais c'est vraiment un point qui revient souvent. De se perdre dans la grosse machine du CIUS, comment je vais faire pour me faire soigner, d'attendre à l'urgence. C'est vraiment une grosse préoccupation de la population qui donne aussi dans la ville de Saint-Maurice. On a quand même un taux de vieillissement assez important. Donc, je pense que la santé va rester. Merci. Monsieur Piot, la santé, cette question que vos électeurs se posent et à laquelle vous souhaiteriez que vous répondiez? Le coût de la vie, moi, je dirais qu'il va être un élément porteur, qui va être un élément préoccupant plutôt, qui est un élément préoccupant lors de cette campagne-là. Et il faut faire attention aux recettes miracles. Je pense qu'il faut identifier le problème correctement. Lorsqu'on parle du coût de la vie, on voit que c'est les logements présentement qui... Oui, le panier d'épicerie augmente, mais pourquoi ça fait un si gros trou? C'est parce que le loyer est venu crever le budget lui-même. Donc, tous ces éléments-là de base au niveau de la consommation, des besoins de base doivent être adressés. Et nous, on va adresser d'abord le loyer, le transport, pour s'assurer que les gens aient les moyens. Parce que de couper tout simplement le panier d'épicerie, là, on va tourner en rond parce que le panier d'épicerie, s'il est cher, c'est parce que les agriculteurs, ils doivent vivre eux autres aussi. Alors, on ne peut pas tout simplement essayer de couper, puis on ne peut pas tout simplement redonner de l'argent. De toute façon, l'argent qu'on redonne, c'est le nôtre, là. Puis ce qu'il faut, c'est l'utiliser à bon escient. Donc, d'abord, de travailler sur les réglementations pour s'assurer que le loyer, un besoin de base, soit bien couvert pour l'ensemble de la population à un taux, à un coût qui est raisonnable. Donc, on va s'adresser au coût de la vie, mais avec les bonnes solutions. Monsieur Tremblay, que disent vos antennes? Moi, sur le terrain, ce que j'entends, c'est principalement l'inflation. Alors, les gens sont inquiets par rapport à l'inflation. Autant, je sens qu'ils manifestent beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Ne serait-ce que l'essence en région, on a besoin de se déplacer. Alors, les garderies, le logement, ce sont tous des problèmes qui s'ajoutent à l'économie actuelle. Mais moi, je pense que la question de l'urne va porter sur le meilleur programme au niveau de l'inflation parce qu'on est dedans et on ne voit pas la façon nécessairement de s'en sortir à court terme. Et on le voit dans les services aussi. On le voit dans la main-d'œuvre également. Donc, l'économie à l'heure actuelle est malade, est en crise. Et selon moi, c'est ce qui va décider de la question de l'urne en ce qui nous concerne. À l'évidence, je vous le dis pour ce que je sens depuis que cette émission est commencée, mais vous êtes tous et toutes
d'excellents représentants de vos formations politiques respectives, ce qui donnera peut-être le goût aux gens de vos circonscriptions ou de circonscriptions autres de voter pour votre formation politique. Mais la réalité est cinglante. Vous ne serez pas tous élus, entre autres parce que plusieurs partagez la même circonscription, donc ça devient mathématiquement impossible. Ce qui m'amène à la prochaine question, qui est: est-ce que votre engagement politique, advenant une défaite, ce que je ne vous souhaite pas, je vous souhaite tous de réussir, mais advenant une défaite politique, est-ce que votre engagement politique cesse? Ou bien la piqûre a été à ce point fort de l'engagement politique que cet engagement pourrait se transformer, mais se poursuivre sous une autre forme? C'est pas une question de piqûre, à mon avis. Dans mon cas, c'est une question que je trouve que la politique est importante. Il y a un vieil adage qui dit « si tu t'occupes pas de politique, la politique va s'occuper de toi ». Moi, j'ai décidé de m'en occuper. J'ai déjà eu l'expérience. J'ai pas gagné mes élections en 2018 et ça fait tout simplement que j'ai eu le goût de m'investir encore plus. J'ai compris, cette campagne électorale de 2018-là m'a fait comprendre un petit peu les enjeux, les besoins de la population et m'a donné le goût de continuer. Donc, ce qui fait que depuis 4 ans, j'ai pas cessé mon investissement politique. J'ai été dans tous les dossiers chauds de ma circonscription et même un petit peu plus largement en Mauricie par mon rôle de porte-parole de QS Mauricie. Donc, d'emblée, je vous dirais que non, mon action politique ne se terminera pas parce qu'il faut continuer à le faire, il faut continuer à faire valoir les valeurs qu'une très grande partie de la population va avoir décidé de choisir parce que peu importe si on gagne, si on perd, il y aura toujours un très grand pourcentage de la population qui auront voté pour nous et qu'il faut continuer à soutenir dans nos actions au-delà du 3 octobre. C'est très clair. Madame Veilleux? Bien, j'abonderai un petit peu dans le même sens, dans la mesure où, comme j'ai dit tantôt, ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique sans m'être présentée en politique active. Ma petite dernière a à peine 7 ans. Oui. Donc, c'est certain que c'est évident que c'est difficile d'allier être mère de famille avec la politique quand les enfants sont très jeunes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais travailler. C'est un autre enjeu qui me touche énormément, c'est certain. Le pourcentage de femmes en politique par rapport au pourcentage d'hommes en politique, pour moi, c'est inconcevable. Mais une des raisons, c'est justement la difficile conciliation politique-famille, on va l'appeler comme ça, là, le travail-famille, qui touche malheureusement encore aujourd'hui au Québec davantage les femmes que les hommes qui ont des enfants. Donc ça, c'est juste un enjeu parmi d'autres là, qui m'interpellent et qui vont continuer de m'interpeller. Est-ce que ça va être nécessairement en me représentant dans 4 ans à des élections? Je ne le sais pas. Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais une chose est certaine, c'est que ça fait déjà 2-3 années là, que je m'implique vraiment plus activement au sein du Parti libéral. Je vais certainement continuer de m'impliquer pour les enjeux que j'ai à cœur, pour les enjeux que je pense sont importants pour la population. Puis on verra pour la suite. Merci. Monsieur Bastarache? Je n'ai pas non plus de boule de cristal, mais je vous dirais que c'est pas une décision en soi, c'est qu'est-ce qu'on est. Je vais toujours être là pour aider, peu importe la forme, que ce soit politique, syndicale. Je pense que personnellement, je suis fait comme ça. Je peux pas le dire à l'avance pour les prochaines années, mais assurément, je vais toujours m'impliquer pour notre société. Merci. M. Tremblay? Moi, je vous dirais, ça fait 44 ans que je fais du service public et cette année, cette élection-là m'offre la possibilité, dans un parti tout neuf, non seulement d'y participer, de le voir évoluer, mais également tu sais, j'ai l'impression de participer, je suis fier de participer, disons, à la création et au développement du parti. Quel rôle on m'accordera? C'est sûr que je souhaite celui d'élu. Mais à l'intérieur des valeurs que je possède, de l'expérience que je possède, parce qu'il faut être conscient aussi, j'ai 61 ans, on aimerait bien tout laisser la place aux jeunes, mais ça va prendre aussi des têtes blanches. Ça va prendre aussi du savoir, peu importe de quelle façon on l'amènera. Et pour moi, bien, ça sera à considérer. Vous savez, dans 4 ans, on a le temps de voir les choses. Vous savez comment c'est difficile de fermer la porte à la politique lorsqu'on est engagé et lorsqu'on y croit aussi. Je pense que c'est important. Donc, pour moi, on verra les offres, on verra la population,
Mais à l'intérieur de ça, moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je suis un homme aujourd'hui qui a été gâté par la vie puis qui veut donner. Alors, ça sera dans différents, peut-être, véhicules, ne serait-ce que peut-être politiques, mais à toute autre fin. Et je reviendrai même en politique également municipale. Celle qui m'intéresse le moins, c'est celle qui est peut-être fédérale, où là, je me sens plus loin de la population. Mais au niveau municipal, au niveau également provincial, moi, ça me rejoint un peu plus. Puis, comme je vous dis, on verra dans 4 ans. D'accord, j'en prends bonne note. L'émission tire à sa fin tranquillement, mais je ne voulais quand même pas ne pas vous offrir au moins 1 minute chacun pour faire un véritable spin politique et nous dire pourquoi les électeurs dans votre circonscription respective devraient voter pour vous et pourquoi ils devraient voter pour votre formation politique à l'échelle nationale. Je pense qu'on va y aller en ordre alphabétique, comme ça, c'est sûr qu'on brime personne. Alors, M. Bastarache. Bien, s'il y a une chose qui est sûre qu'on doit savoir du Parti québécois, puis on veut plus s'en cacher, là. Le but premier du Parti québécois, c'est de faire l'indépendance du Québec. Ça, c'est, je l'ai dit tantôt, je crois que c'est immanquable. On s'en va vers ça. On a beaucoup trop de différences avec le Canada actuel qui vient brimer les droits des Québécoises et Québécois. Donc, je pense vraiment qu'on doit apporter le sujet et pas faire comme le gouvernement actuel et faire des sondages ou dire que les Québécoises et Québécois, bien, ils veulent pas ça. Moi, au contraire, je pense qu'on veut mettre en priorité les sujets des Québécoises et Québécois et prendre des décisions pour notre bien-être commun, assurément. Voilà qui est clair. Monsieur Piot? Bien, le programme de Québec solidaire est quand même celui qui est le plus fort au niveau de l'environnement. J'ai dit tout à l'heure que ça allait être, la question de l'urne va sans doute porter sur l'économie, mais il est incontournable que la question sous-jacente de l'environnement devra faire partie des débats. Et Québec solidaire a démontré une constance de ce côté-là, où jamais n'a fait de compromis sur aller chercher de l'hydrocarbure pour compenser quelque chose. Il faut prendre le virage, il faut le prendre rapidement. C'est la dernière chance qu'on a. Dans 4 ans, si on ne prend pas les mesures actuellement pour pouvoir régler, améliorer les problèmes environnementaux, dans 4 ans, on va payer 2, 3, 4, 10, 20 fois le prix. Donc, avec Québec solidaire, avec Simon Piot dans Masquinongé, ils auront l'assurance d'avoir une voix qui portera sur ces enjeux-là et qui fera pression, quel que soit le gouvernement, pour s'assurer que les mesures soient prises le plus rapidement possible. Merci. Monsieur Tremblay? Alors, pour moi, d'abord, c'est ce qui est bien important. Au-delà on a beaucoup parlé d'enjeux peut-être plus globaux, plus provinciaux. Si je m'approche peut-être plus des enjeux, des préoccupations du comté, il y a d'abord tout le déploiement de l'Internet. Vous savez, là, je reste à... Moi-même, je suis le plus bel exemple. Je reste à 8 km du centre-ville de Latuc. Je n'ai pas droit à un Internet qui est acceptable. Alors, moi, je pense que pour la région, la route, sécuriser aussi la route 155 nord et sud, on devra s'assurer que tout le monde aujourd'hui, tout comme l'a été l'électricité, on puisse avoir l'Internet. Également, je reviens au développement des ressources naturelles. On le sait, on est une région forte au niveau de la forêt. J'aimerais qu'on ait plus dans le comté, bien qu'il y ait des compagnies qui ont pris beaucoup d'expansion. Je pense au groupe Rémabec, Arbec, au niveau de la forêt, la transformation, 2e, 3e transformation, qu'on cesse de transformer nos ressources à l'extérieur, mais qu'on le fasse chez nous pour augmenter aussi notre richesse chez nous. Je pense que c'est très important. On est une vallée verte. On a l'eau, on a la forêt. Alors, on a l'électricité. Moi, ce que je dis aussi, il va falloir aller vers le privé dans ce sens où il va falloir permettre plus d'innovation locale. Il va falloir encourager nos promoteurs à venir s'installer en région. Il va falloir décentraliser aussi. Ça, c'est très important. Pas juste la santé, mais aussi sur le plan de la promotion, du tourisme. On vit de ces choses-là. Ça devient toutes des moteurs économiques. Alors moi, ce dont je veux m'occuper, c'est d'être capable aussi de renforcer, disons, la ville de Shawinigan au niveau des PME. En conclusion, avec un petit mot sur le national, peut-être? On sort de l'industrie lourde pour aller vers les nouvelles économies, les énergies renouvelables, et je pense que
un candidat comme Pierre-David Tremblay va faire la différence au niveau de la circonscription de la Violette-Saint-Maurice. Merci bien. Madame Veilleux? Oui. Bien, écoutez, si vous voulez agir sur les problèmes en lien avec l'inflation, si vous voulez toucher les familles, les jeunes familles, les personnes âgées, si vous avez des parents âgés qui ont besoin, qui pourraient rester à domicile, qu'on est obligé de déplacer ailleurs, si vous voulez des places en garderie à 8,70 pour tout le monde, si vous voulez être capable d'arriver et payer les frais de scolarité, les frais des effets scolaires de vos enfants, si vous voulez avoir un système d'éducation qui est plus juste aussi avec des projets particuliers qui sont offerts gratuitement à l'école. Je pourrais rajouter à ça peut-être plus local aussi, tout ce qui est agriculture. J'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais pour moi, c'est très important aussi dans Masquinongé. Il y a beaucoup d'agriculteurs. J'ai vécu moi-même aussi dans ce milieu-là. On veut agir sur la commission, la CAPTEQ, pour essayer de modifier un petit peu les normes. On veut trouver des façons aussi que les agriculteurs soient capables de morceler leurs terres, au moins les parties qui ne sont pas cultivables, pour qu'on puisse utiliser ces terres-là pour faire du logement, du résidentiel, pour être capable de loger les gens dans le comté de Masquinongé. On veut aussi agir on va agir aussi au niveau de la gestion de l'eau usée, de la gestion des eaux usées. Il y a différentes municipalités qui ont des problèmes avec ça dans Masquinongé. On veut aider dans ce sens-là aussi. Donc, si vous voulez une personne qui est présente, qui est sur le terrain, qui est à votre écoute, vraiment, qui va vous écouter, apporter les solutions, les bonnes solutions pour vous dans Masquinongé, bien, votez pour moi, Alexandra, pour le Parti libéral. Notre petit slogan, on vient de le sortir, « Votez vrai, vrais enjeux, vraies solutions », et avec une candidate vraiment engagée qui va être là pour vous. Voilà. À l'évidence, il y a au moins 4 candidats au Québec qui sont mieux connus maintenant et je vous souhaite évidemment la meilleure des chances à chacun et chacune d'entre vous. Je veux vraiment vous remercier sincèrement. On a eu une émission, à mon avis, extraordinaire où chacun a pu exposer sa vision d'un développement du Québec ou du développement de sa circonscription sans que ça tourne à la foire d'empoigne, avec le plus grand respect. Je pense que plus les rencontres auront l'air de celle-là, plus les gens seront peut-être intéressés à la politique parce qu'on parle aussi d'idées qui sont véhiculées à travers des gens qui vivent sur le terrain, comme ceux qui votent, parce que vous êtes aussi des électeurs. Alors, un immense merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir de vous accueillir sur le plateau de La Tête dans les nuances. J'en profite pour remercier également Christina Monfette-Fortin, qui est la recherchiste, qui a réussi à regrouper ce panel absolument magnifique. On se désole encore que les partis non représentés aient ou bien décliné ou bien refusé de répondre à notre invitation. À vous d'en tirer les conclusions que vous souhaiterez. Je remercie évidemment la Gazette de la Mauricie et la station Nous TV qui rendent possible cette émission. Notre saison est toute jeune, alors si jamais il y a des sujets que vous aimeriez voir traités au cours de la prochaine saison dans le cadre de cette émission, n'hésitez pas à nous écrire ou nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, constructifs, espérons-le, et ce sera toujours un immense plaisir que de vous lire. Voilà, c'est Robert Aubin. Ça conclut cette première émission de La Tête dans les nuances, 3e saison. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit très bientôt.